retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 3 novembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver avec un peu d'avance Eric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Eric, merci d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Vous êtes revenu de vacances en pleine forme. Je rappelle, à qui ne le sait pas, que vous êtes directeur de la recherche chez FIO Advisor Valcan. Eric, on va commencer votre point hebdomadaire par un rappel de la performance hebdomadaire des marchés cette semaine. Alors c'est une performance très positive puisqu'on est effectivement dans le cadre d'un rebond technique puissant puisqu'on a gagné entre 2,5 et 4% sur la semaine, 2,5 en Europe, 4% aux États-Unis, avec un euro qui a progressé de 0,5% donc contre le dollar globalement, donc une ambiance plutôt chaleureuse, on va dire, sur les marchés, au moins pour cette semaine. Alors, une ambiance chaleureuse avec cette information qui a ravi les marchés, puisque entre les lignes, globalement, Jérôme Powell a fait comprendre que sa banque centrale, que la Fed, allait maintenir ses taux d'intérêt à un niveau élevé pendant longtemps, mais surtout qu'une hausse de taux, maintenant, une nouvelle hausse de taux, était plutôt improbable. Oui, c'est le premier point de la semaine, c'est donc cette fameuse réunion du Federal Open Market Committee de la Banque centrale des États-Unis avec l'absence de hausse de taux, ce qui n'a surpris personne. Et l'idée qu'effectivement le cycle de hausse de taux est terminé, qu'on a atteint le sommet donc il y a 2 mois et qu'effectivement finalement les taux, les prochains mouvements de taux seront à la baisse, mais pas maintenant, pas avant la fin de l'année prochaine. C'est ce qu'a déjà dit Jay Powell. Il a simplement souligné les progrès qui ont été réalisés sur le front de l'inflation. Il a souligné le fait que les taux d'intérêt obligataires sont déjà élevés et ce qui constitue finalement un frein à l'économie, comme il y a d'autres paramètres d'ailleurs qui doivent être lus en relation avec les politiques monétaires, notamment le taux de change, le niveau des taux de change, le niveau des taux de marché. C'est bien sûr des éléments qu'il faut prendre en relation lorsqu'on regarde les taux monétaires qui sont administrés par les banques centrales. Donc aujourd'hui, oui, on a le sentiment qu'on a peut-être effectivement atteint le sommet de ce cycle de hausse de taux, ce qui bien sûr peut être considéré comme favorable, sachant que l'idée de voir des taux élevés durant longtemps n'est pas forcément une perspective extrêmement attrayante. Non, mais bad news is a good news, donc du coup, pas à force des choses, non. Non. C'est dans un autre contexte qu'on évoque bad news is good news. Oui, mais globalement, la hausse des taux longs, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'économie, a priori. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est pour une économie qui est très financiarisée, comme l'économie américaine, avoir des taux longs durablement élevés ou des taux courts durablement élevés, ce qu'a rappelé Jay Powell, demeure sur le fond un élément plutôt défavorable. Plutôt défavorable, mais par la fois favorable par les marchés, donc good news, parce que ça va empêcher, ça peut remplacer une nouvelle hausse de taux, en fait. En réalité, du coup, par la force des choses, les marchés applaudissent. Oui, c'est vrai que du côté des taux courts, probablement, la hausse est terminée. On a été suffisamment loin. Et donc, c'est un autre sujet, puisque le vrai sujet, c'est le niveau de l'inflation, le niveau normatif de l'inflation, qui n'est toujours pas à 2%, puisqu'on est à 3,7%. Et on va en parler, bien sûr, encore dans les mois qui viennent, de cette fameuse inflation. Et ce même si, et c'est de votre deuxième actualité, la productivité aux États-Unis augmente, ce qui est une très bonne nouvelle sur beaucoup de plans. Ça c'est la deuxième news, deuxième actualité de la semaine qui nous semble importante, qui a peut-être été relativement peu commentée, mais qui me semble très positive. Très positive. Donc, je ne suis pas forcément toujours négatif, je pense que c'est positif. C'est positif en ce sens que la productivité, c'est un peu la potion magique de Wall Street. Ça permet, je dirais, d'obtenir donc une croissance plus importante avec des ressources identiques. C'est lié au progrès technique, c'est lié au gain organisationnel des entreprises, et c'est bien sûr un élément très favorable. Donc plus 4,7% sur un trimestre, c'est la plus forte hausse depuis plus de 10 ans. Si on exclut l'année 2020 qui était très particulière, et c'est donc effectivement une bonne nouvelle. Il faut mettre ça en relation évidemment avec la contrepartie de cette productivité qui est la hausse des salaires. La hausse des salaires donc, qui a été inférieure à 4,7, ce qui signifie que les coûts unitaires de production ont baissé de 0,8% aux États-Unis, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, notamment sur le front de l'inflation. En zone euro, c'est totalement l'inverse. La productivité baisse, les salaires, le chômage. Le chômage ne progresse pas, mais donc du coup, par la force des choses,
l'effet ciseau est en cours en zone euro. On va poursuivre justement avec l'économie européenne qui fait du surplace et les prévisions ne sont pas bien meilleures. Alors c'est un autre tableau effectivement en Europe, donc il y a vraiment une dichotomie importante entre l'Europe et les États-Unis en matière de productivité, en matière donc de variation du PIB, qui est une autre métrique macroéconomique, avec ce graphique qui me semble assez impressionnant depuis janvier 2023, avec une séquence donc de zéro, avec le dernier trimestre 22 et depuis janvier 23, donc pas de croissance, une économie qui est à plat, qui fait rien, qui stagne, qui est à l'arrêt. En Europe continentale, donc en zone euro, c'est pas bien mieux en Grande-Bretagne d'ailleurs, et donc on a une stagnation, on est vraiment dans une situation de stagnation qui à mon avis pourrait être durable en Europe. C'est bien sûr plutôt une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, mais ça peut inciter la BCE à réduire ses taux directeurs un peu plus tôt que la Réserve fédérale américaine, donc ça pourrait être également une bonne nouvelle. C'est plus l'inflation qui mène les décisions de la BCE, et l'inflation en Europe, elle est moins sympathique qu'aux États-Unis, puisqu'en fait, on a moins de croissance et plus d'inflation en Europe par rapport aux États-Unis. Ok, on suivra ça avec attention. Et puis alors, que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique, il y a un secteur locomotive qui souffre. C'est celui de l'immobilier neuf en particulier. En France, du coup, par la force des choses, qui patine. Alors oui, on a considéré que cette nouvelle-là était importante à l'occasion de la publication des résultats de Bouygues et donc de l'ensemble des commentaires que l'entreprise a pu faire sur ses différents business. C'est toujours intéressant évidemment d'écouter les entreprises. Et Bouygues donc a annoncé des réservations en baisse de 23% sur son activité de promotion immobilière, un carnet de commandes lui aussi en baisse du même pourcentage à peu près, et c'était la même chose pour Nexity, Icade et Vinci qui ont annoncé de leur côté une situation compliquée dans leur division de promotion immobilière. Donc évidemment, la promotion immobilière n'est qu'un des segments de l'immobilier et de la construction, mais globalement ça montre qu'on est dans une situation très difficile, très compliquée. Et pour revenir sur la notion de taux d'intérêt, avoir des taux d'intérêt qui resteront élevés longtemps, comme on l'a dit au début, c'est pas bon pour l'immobilier, ça prend du temps à se diffuser, mais on commence à parler de baisse de prix. À Paris, il y a des articles qui sont en train de l'immobilier neuf ou de l'immobilier en règle générale? Ancien, l'immobilier ancien, où on dit effectivement, il n'y a pas de promotion immobilière à Paris intramuros, on le sait depuis très longtemps, ou très très peu. Et donc l'immobilier ancien, le prix est en train de baisser. Donc 5% je crois sur le S1 ou sur les 9 premiers mois, 5% à Paris. C'est une première depuis 25%. 25%, vous estimez? Bah oui, à Paris entre 15 et 25%, bien sûr. Enfin, cette baisse va se poursuivre selon vous jusqu'à quand? Les moins de 25? On est à moins 5 là sur les 9 premiers mois, du coup, par la force des choses. Les prix auront tout simplement reflété la baisse du pouvoir d'achat des ménages, exprimée en montrant qu'ils peuvent emprunter avec leurs revenus disponibles et en fonction des taux d'intérêt. C'est pas du pessimisme, c'est simplement le reflet de la baisse de 25%, et même parfois on le calcule beaucoup plus que ça d'ailleurs, du montant qu'un ménage qui a un emploi et qui est éligible au crédit immobilier peut emprunter. On est passé de 300 000 à 200 000 ou un truc comme ça, c'est des ordres de grandeur. Quand les taux d'intérêt sont passés de 1 à 4%. Ouais, ça équivaut à une pièce en moins globalement. Oui, ou 25% de prix en moins. Ok, écoutez, et donc tout ça c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les primo-accédants, c'est une bonne nouvelle effectivement, pour les gens qui veulent se loger. Ok, par la force des choses. Alors, troisième fois consécutive, Eric, on est à zéro. On est à zéro, donc on a des vents qui se compensent, je dirais, des éléments qui se compensent avec à nouveau des news en provenance des États-Unis qui sont plutôt favorables. Donc on ne s'étonnera pas de voir 2 points positifs en provenance des États-Unis, productivité aux US et statu quo de la Fed. Et puis en Europe, une économie à l'arrêt, puis un immobilier qui fait la tête un peu, en tout cas l'immobilier neuf ici. Et donc au total, on a une activité neutre, c'est-à-dire que la mesure du risque que l'on peut faire, la cartographie du risque n'est pas forcément changée. En revanche, ce qu'on a relevé dans nos indicateurs de price momentum, c'est qu'on est entré en phase corrective depuis plusieurs jours. C'est la 2e semaine en fait, on est entré en phase corrective avec différents indicateurs
mesurés donc par Fee Advisor Valcant, qui sont entrés en période donc de correction, soit le spread momentum, c'est-à-dire l'écart entre le nombre d'actions au sein du Stoxx 600 qui sont en baisse forte par rapport à celles qui sont en hausse forte. Donc là, on a un solde qui est très négatif et qui montre bien qu'on est maintenant dans une tendance négative. Le MPI, donc un indicateur de risque, est lui aussi passé en zone corrective, même si ce matin il est revenu un petit peu en dessous, mais globalement, on considère qu'on est toujours dans une tendance plutôt baissière. C'est effectivement les toutes dernières, les toutes nouvelles informations qu'on va avoir qui vont déterminer vraiment la tendance. Nous, on considère qu'on est dans un rebond purement technique qui va s'arrêter à 7120 maximum au terme de CAC 40, qui correspond à différentes métriques techniques. Je crois que Antoine Quesada, qui s'est exprimé avant, a exprimé aussi une opinion plutôt prudente, on va dire, et l'idée que c'est un rebond d'ordre technique. Oui, c'est ça, exactement. Et donc effectivement, donc nous sommes toujours pour des investisseurs adverses au risque et pour des investisseurs qui ont un risque moyen, dans une recommandation de ne pas aller maintenant sur les actions, a fortiori revenus à 7000 points. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Eric. Vous avez dit qu'il y avait des informations auxquelles vous serez très, très attentifs. Sont lesquelles vous pensez auxquelles? Alors bon, on a eu la publication d'Apple hier soir, qui était supérieure aux attentes, mais avec des perspectives un peu plus limitées. Et évidemment, nous sommes dans un contexte macroéconomique, je le répète, qui est quand même compliqué, qui est quand même récessif. Et c'est surtout, de quelle façon la psychologie des investisseurs va encore croire à la baisse des taux de marché, puisque c'est ce qui a déclenché le rebond technique, avec notamment le programme d'adjudication du Trésor américain qui a été revu un petit peu en baisse par Janet Yellen. C'est arrivé en quelque sorte au bon moment, parce qu'elle a bien conscience aussi que le marché est un petit peu compliqué et vraiment sur le fil du rasoir actuellement, donc ça a permis au taux de baisser de 20 à 30 points de base, ce qui est bien. Mais évidemment, les raisons de la hausse des taux sont beaucoup plus permanentes que transitoires. Okay. Donc on fera, effectivement, rien n'est encore joué et toute raison est bonne à garder. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiègue, vous êtes directeur de la recherche pour Fee Advisor Valcant et avec nous tous les vendredis matins.